Bienvenue à cet atelier de code organisé par Adatech School et chez Mona. Je continue à admettre des personnes qui se connectent. Merci beaucoup d'être venus nombreux et nombreuses. Moi, je vais commencer par vous présenter l'école Adatech School. Et puis après, je laisserai la parole à Loane et Juliette, que vous pouvez voir en vidéo, qui animeront toutes les deux cet atelier. Elles sont toutes les deux apprenantes chez Adatech School, donc ça sera Loane qui animera l'atelier et Juliette qui sera là pour répondre à vos questions. Alors du coup, sur Adatech School, rapidement, donc c'est une école d'informatique pour devenir développeuse en 2 ans. Donc la première année est à l'école en présentiel et la deuxième année en apprentissage. Elle a 2 spécificités, cette école. La première, c'est ses valeurs. Donc, le fait d'être une école basée sur les valeurs d'empathie, de bienveillance et de féminisme. Donc, on veut mettre en avant le fait que le code, c'est accessible à toutes et à tous. Et la deuxième spécificité, c'est la pédagogie alternative, inspirée à la fois de Montessori et de la méthode agile. Et vous allez voir ce soir qu'on va aussi s'en inspirer pour cet atelier de code. On va le faire à la façon ADA. Donc, ça implique déjà que vous soyez des participants. Chez Adatech School, on apprend en faisant et on apprend en répondant à des questions, en posant également. Donc, je vois que naturellement, il y en a pas mal qui se sont emparés du chat. Donc, vraiment, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et surtout à répondre aux questions dans le chat. S'il y en a qui veulent prendre le micro, c'est possible aussi, si votre environnement le permet. Et du coup, je vais laisser la parole à Loane qui va vous présenter l'atelier de ce soir. Moi, je vous mets dans le chat un lien vers le live de présentation de Adatech School qui a lieu demain à 18h30. Comme ça, si vous voulez en savoir plus sur l'école, sur des questions plus administratives, de financement, de durée, ou bien de quelles sont les compétences apprises, le programme, etc., vous saurez tout demain à 18h30. Bonjour, donc moi je m'appelle Loane, je suis apprenante chez ADA en 2e année, donc ça veut dire que je suis en année d'alternance actuellement. Je suis en alternance jusqu'à octobre prochain chez Trainline, et donc je vais un peu l'idée l'atelier de ce soir. Je laisse Juliette se présenter. Oui, bonjour tout le monde, moi c'est Juliette. Donc, moi ça fait 3 mois, donc je suis encore débutante, que je suis arrivée à Adatech School. Et c'est un plaisir de faire un atelier avec vous ce soir. Voilà, alors pour vous présenter un peu ce qu'on va faire ce soir, on va vous montrer un petit bout de code. On va décortiquer un peu ce bout de code ensemble. L'idée, c'est vraiment de dédiaboliser un peu le code et vous montrer que c'est assez abordable en fait. Vous montrer un peu la méthode OADA, vous apprendre à aller chercher des réponses par vous-même, à tester, ce genre de choses. Donc, on a ce bout de code. Après, on va vous l'envoyer pour que vous puissiez tester à votre tour. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez les poser de vive voix ou par le chat. Voilà. On peut commencer? Peut-être juste avant de... Pardon. Du coup, je fais un écho. Peut-être juste avant de se lancer, peut-être que tu allais poser la question, Loane, mais si chacun peut dire dans le chat quels sont les niveaux que vous avez, est-ce que vous avez jamais codé, est-ce que vous avez déjà fait des tutos, est-ce que vous connaissez un peu le code, comme ça permet aussi d'adapter la formation, en sachant que cet atelier est vraiment niveau débutant, donc si vous n'avez jamais codé, c'est très bien. Merci pour les réponses. Merci Claire. J'avais oublié. Non, mais c'est très bien. La plupart, vous êtes débutants, débutantes. Je pense que cet atelier, c'est parfait justement pour les gens qui ont très peu de base. Et après, si vous avez déjà touché à un peu de CSS, HTML ou autre langage, c'est très bien aussi, hein. Ok, top. Donc, plein de débutantes. Je suis ravie. Alors,
en fait, aujourd'hui, le code qu'on va voir, ça va être du code écrit en JavaScript et processing. C'est pas très important, hein, mais en fait, le fait que ce soit en processing, ça va nous permettre de visualiser ce qu'on fait assez rapidement, en fait. Ce qui sera un peu plus satisfaisant quand même dans le cadre de notre atelier. Je vais vous partager mon écran. Donc, je vais commencer par vous montrer ce bout de code. Hop. Ça va, vous voyez tous? Voilà, alors je vous montre ce petit bout de code. Est-ce que déjà, comme ça, vous pouvez me dire si, à votre avis, ce bout de code, il fait quoi? Donc là, vous voyez quand même, il y a des mots en anglais, en français que vous pouvez reconnaître. Donc, dites-moi si vous avez des intuitions. Il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse. Et au pire, ce sera une mauvaise réponse, ce n'est pas très grave. Voilà, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat ou le dire directement. Est-ce qu'il y a des réponses? Je ne vois pas. Pas tout de suite. Ça vous dit rien? Vous êtes timide? Ah oui, bien pour dessiner avec un canvas et un draw. Ok, d'accord. Donc, on a permis de changer des couleurs. Oui. Okay. Et est-ce que vous pouvez me dire peut-être qu'est-ce qui vous fait dire que ça permet de changer de couleur, par exemple, ou ça permet de créer un canvas? C'est normal si ça ne vous dit rien non plus. Hein. Oui, oui. Alexandra, ne pas. Ok, donc les mots couleur et forme. Ok. Donc, on retrouve couleur ici. Ici aussi. La ellipse, une petite forme. Ok. Random égale changement, point d'interrogation. Ok. Random, random, ça veut dire aléatoire, du coup. Pour ceux qui auraient un peu plus de mal. Est-ce que vous avez d'autres intuitions, peut-être? Quelqu'un qui me dit les chiffres entre parenthèses pour les couleurs. Oui, genre, ce serait ça. Là on ne vous donne aucune réponse. On laisse faire votre intuition parce que nous, c'est ce qu'on fait généralement quand on a un nouveau bout de code devant avec nos profs. Ils nous laissent un peu vaguer à nos intuitions et à nos connaissances. Et après, ils vont nous aider vers la voie de la bonne réponse. Donc là, on nous dit que les verbes stroke, fil et ellipse peuvent définir la forme. On a également clear pour effacer. Oui. On nous parle du clic-souris. Sur le clic-souris, le dessin est effacé. Oui, d'accord. Voilà. Donc, beaucoup d'intuition. Non, mais il y a beaucoup de choses justes que vous êtes en train de dire. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Non, pour l'instant, ce sera tout. OK. Non, mais, vous avez raison sur la plupart des choses. Alors, j'ai ce doc en français aussi, si jamais c'est plus pratique pour d'autres personnes qui sont moins anglophones. Alors, effectivement, là, vous voyez que le code, il est divisé en deux parties. Il y a la partie function setup et il y a la partie function draws. Function setup, comme son nom l'indique, ça va être un peu la mise en place. Donc, je ne sais plus qui me disait qu'on crée un canvas, c'est à peu près ça en fait. On va, dans cette fonction mise en place, on va, comme pour dessiner en fait, on va décider de créer une feuille blanche. Et est-ce que vous avez une idée de ce que pourraient signifier les chiffres qui sont entre parenthèses, là, 800, 600? La taille en pixels. Exactement. En fait, là, on va décider que notre feuille de papier, elle va faire 800 sur 600. Donc, ça va définir la taille de la fenêtre sur laquelle on va dessiner. Ensuite, j'ai background 0. Pour le blanc, la couleur de fond, couleur noire. Donc, on hésite entre le fond blanc et le fond noir. Si vous hésitez, nous, quand on hésite et qu'on ne sait pas, on peut faire une petite recherche de couleurs.
on peut regarder ce que veut dire la couleur 0. Je suis d'accord avec vous, c'est dans l'extrême, donc c'est blanc ou noir. Est-ce que quelqu'un peut faire une petite recherche ou moi, je peux la faire? Colorométrie. Et alors, effectivement, si on va sur ce truc de couleur, si je vais sur le blanc, vous voyez là, on est plus sur du 255. Et si je vais sur le noir, c'est du 00. Donc, effectivement, on va créer un background, donc un fond qui va être du 0. Donc, pour l'instant, en fait, dans la mise en place, on a décidé de créer une fenêtre de 800 sur 600 qui va être sur du noir. OK, donc c'est la première partie du code, on met en place. La deuxième partie du code, Draw, donc c'est la partie sur laquelle on va pouvoir dessiner. Et comme vous voyez, là, il y a marqué fonction. Donc, en fait, on met en place des fonctions. Ensuite, si on continue là, à lire le code, ça, le mot let, on peut le laisser à part pour l'instant. Et ensuite, il y a couleur particule. Couleur particule égale color random 255, random 255, random 255. Est-ce que vous avez un peu une idée de ce qui peut se passer sur cette ligne-là? Ne soyez pas timide. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, au pire, il y en aura, mais... 255, c'est le blanc. Oui. Donc, est-ce que ça va faire des traits de couleur blanc? Les particules blanches, on trouve aussi une couleur aléatoire. Oui. Ouais, en fait, ça va être la couleur aléatoire. Si vous voulez, généralement en code et dans d'autres domaines, on va utiliser la couleur en RGB, donc red, green et blue. Donc, on va décider d'un certain pourcentage de rouge, un certain pourcentage de bleu et un pourcentage de vert pour fabriquer une seule couleur. Et donc là, qu'est-ce qu'on dit à la couleur? On lui dit, tu vas me générer un nombre aléatoire, donc avec random, entre 0 et jusqu'à 255. Donc, on n'a pas besoin de préciser 0, jusqu'à 255. Donc là, ça peut être 8, ça peut être 200. Et pareil pour la suite, en fait. Je veux un bleu, un rouge en aléatoire, je veux un bleu, un vert en aléatoire et je veux un bleu en aléatoire. Donc, effectivement, ça va nous créer des couleurs aléatoires pour ce couleur particule. On ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant. Ensuite, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, if mouse is pressed. Donc, on a une question, c'est la limite des fonctions alors? Comment? On demande si c'est la limite de la fonction. C'est-à-dire la limite de la fonction. Où est-ce que la fonction s'arrête, j'imagine. Et si Camille, tu peux préciser un tout petit peu ta question. Le 255, c'est la limite de la fonction. En fait, le 255, c'est la limite de la couleur. C'est, si tu veux, là, par exemple, si on retourne sur notre palette, tu vois, peu importe la couleur où je vais, en fait, le maximum que tu peux avoir de rouge, par exemple, ça va être 255. Le maximum que tu peux avoir de G, donc de vert, green, ça va être 255. Donc, ce n'est pas la limite de la fonction, c'est la limite de la couleur. Donc, si vous jouez avec un logiciel comme Paint, Illustrator, je ne sais pas quoi, les couleurs, ça va être exactement pareil, en fait. La limite, ça va aller de 0 à 255. Sachant que plus vous tendez vers des gros chiffres, plutôt vous allez tendre vers une couleur un peu plus claire, et plus c'est des chiffres basses, plus ça va être une couleur foncée. Alors, on me demande est-ce que c'est en quelque sorte la saturation de la couleur? Ouais, on peut dire. Je ne suis pas spécialiste en colorométrie, mais c'est à peu près ça. C'est l'idée. Ouais. La saturation, c'est un petit peu différent quand on fait un peu de photo. Si on fait la photographie, on voit bien un petit peu la différence. Mais ouais. Et est-ce que cette limite, on demande de 255, est applicable à tous les logiciels? La plupart, ouais. La plupart, Paint, Photoshop. La RGB, de toute façon, c'est pour... Oui, voilà. C'est pas lié au code. Ouais, c'est pas lié au code du tout. Les magazines, vos imprimantes, voilà, c'est un code
de couleur qui est universel. Ouais, c'est plus lié à la couleur qu'au code. Et après, vous voyez là, obtenir des couleurs EHX, HSL. Il y a aussi d'autres systèmes de notation de couleurs qui vont, vous voyez là, HSL, ça va être du pourcentage. HEX, ça va être des lettres. Donc, il y a d'autres systèmes aussi, mais le système le plus connu et qu'on utilise pas mal en code, ça va être soit RGB, soit X, enfin, dans notre cas, on va utiliser du RGB. Mais c'est vraiment propre à la couleur, comme le disait Juliette, et pas forcément au code. Ça va? Est-ce que c'est clair? J'ai pas d'autres questions en tout cas. Oui, c'est clair. Ok, ok, top. Donc la suite, comme quelqu'un l'avait dit exactement, là on lui donne une condition. Si jamais on appuie sur la souris, on efface. On efface, clear. Ensuite, on a encore ce fameux let, je vous parlerai après. Taille, random 8. Alors, avec ce qu'on sait avant de random 255, est-ce que vous pouvez deviner avec taille ce que veut dire random 8? Taille aléatoire jusqu'à 8 pixels. Exactement, c'est exactement ça. J'ai rien à... On demande aussi sur la question de l'épaisseur du trait. Ça, c'est aussi l'épaisseur du trait. Alors, ça dépend. On ne sait pas encore ce qu'on dessine. On ne sait pas encore ce qu'on dessine, donc ça peut être l'épaisseur du trait ou ça peut être le pixel. En tout cas, c'est lié à la taille de ce qu'on dessine. Alors, on répond à ça. Une taille aléatoire jusqu'à 8 pixels max. C'est ça. C'est ça. Donc, ça va aller de 0 à 8. Ensuite, là... Alors, pourquoi il y a une partie en anglais et une partie en français? C'est une bonne question. Alors, c'est une très bonne question. Je finis juste ça et après, on va dire pourquoi il y a une partie en anglais et pourquoi il y a une partie en français. Alors, les 3 dernières lignes, là, c'est celles en fait qui vont déterminer notre forme. Donc, on va plutôt la lire de bas en haut. Ce sera plus logique pour nous. Donc là, la dernière ligne, vous voyez qu'il y a marqué ellipse avec 4 données dedans. Donc, a priori, on va dessiner une ellipse, donc un cercle, un rond, je ne sais pas trop. Et à votre avis, que veulent dire les 4 données qui sont dedans? C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. Mais après, vous inquiétez pas, je vais vous montrer le code et ce qu'il fait. Mouse X et Y, c'est la position de la souris, Mhm. donc les axes et les coordonnées. Oui, La position de la souris. abscisse et ordonnée, exactement. Abscisse ordonnée. OK. La position de la souris sur l'axe XY. Mhm. Ouais. La position de la souris sur les axes du cadre. Ouais, c'est ça. Sur notre canvas de base noir, là. Exactement. Mouse X, mouse Y. Donc, on voit que la position de notre souris va déterminer en fait notre dessin de départ. Et ensuite, taille et taille. Alors, la position de la souris et les dimensions de la forme. Exactement. Et les dimensions de la forme qu'on a du coup déterminées ici. Donc, pour faire un résumé, notre forme, elle va être déterminée par la position de la souris et sa taille, elle va être aléatoire entre 0 et 8 pixels. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais plus qui me disait que c'était peut-être le trait de pinceau, en fait, c'est notre ellipse. Et ça va être la taille de notre ellipse, en fait, le random 8. Ensuite, fil, couleur particule. Est-ce que vous avez une idée? Fil, ça veut dire quoi en anglais? Le remplissage de la forme. Exactement. C'est ça. Et si on revient, là, on lui dit bah, la couleur de la forme, tu vas la remplir avec couleur particule et donc tu la remplis avec une couleur aléatoire qu'on a déterminée avant, enfin qui va se déterminer. Et stroke, c'est un peu plus compliqué.
c'est un peu plus compliqué. Mais, Ouais, ça rappelle son anglais. ouais, mais là, Le contour, ouais. Le contour, exactement. Là, enfin, La couleur du trait. on peut aller regarder ensemble. Stroke, voilà. Donc, c'est ce qu'on... Ça veut aussi dire... Oui, ça veut dire une crise cardiaque. Ouais. Donc, voilà, ce qu'on fait, nous, souvent, quand on ne sait pas en cours, on va taper le langage en question. On est en JavaScript Processing. Et on va marquer le mot en question pour savoir. Et là, du coup, on arrive sur la documentation de processing. Et vous voyez bien que là, stroke, c'est effectivement les contours. Donc, si on revient à notre code, le contour va effectivement aussi être déterminé par une couleur aléatoire. OK. Donc là, on a bien décortiqué tout le code. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et après, je vais revenir à la question français-anglais. Est-ce que c'est clair là déjà pour tout le monde? Le code est un peu plus parlant. Je dis oui parce que je me doute. Ok, parfait. Donc, est-ce que quelqu'un a une intuition pour l'anglais, français? Pourquoi mais pas de taille pour le contour. Là, on ne met pas de taille pour le contour. On pose la question, la question, pas de taille pour le contour du coup. Là, on ne détermine pas de taille pour le contour. Je pense que s'il n'y a pas de taille pour le contour, ça veut peut-être dire qu'il y a une taille par défaut. Mais tu as tout à fait raison sur le fait que si je voulais, et on peut le faire plus tard quand on va tester le code, je peux effectivement ajouter une taille au contour. Parce que là, si tu regardes dans la documentation, non, on va la regarder tout à l'heure. On va la regarder tout à l'heure. Est-ce que vous avez une intuition du coup sur pourquoi il y a des mots en anglais et pourquoi il y a des mots en français? Si vous n'avez pas d'intuition, c'est pas grave. Le code est en anglais, les variables en français. Donc en français, ce sont les variables rentrées manuellement. Exactement. Est-ce que la personne qui a dit ça a déjà un peu touché du code quand même? Ouais, ça va être exactement ça en fait. De toute façon, les 99,9% des langages sont en anglais en fait. Donc, ces langages-là, ils vont avoir des fonctions intégrées en anglais. Donc, par exemple, Setup, Create, Canvas, c'est des fonctions qui ont déjà été codées et qui ont un but précis. Et non, c'est des mots qu'on ne peut pas modifier, en fait. Par exemple, Create Canvas, si j'avais écrit Create avec Create avec un C majuscule ou avec une faute d'orthographe, en fait, mon logiciel, mon programme, il ne va pas le comprendre. Donc, c'est des mots qu'il faut vraiment avoir l'écriture exacte, y compris les lettres capitales, etc. Alors que les mots qui sont en français, des mots qui commencent souvent par lettres, etc., ça va être des mots que nous, on peut choisir, en fait. C'est des variables. Donc, en soi, si là, je voulais mettre lettre, couleur, lettre, patate, je pourrais mettre patate. Sauf qu'on essaie de choisir des noms qui vont nous aider sur ce qu'ils vont faire. Donc là, couleur particule, ça va être les couleurs de ce qu'on va dessiner. Taille, c'était plus logique de dire taille plutôt que patate, effectivement. Donc, c'est des mots qu'on peut effectivement changer. Est-ce que c'est un peu clair? J'ai une autre question. Ouais. Ça a l'air d'être clair. Est-ce que les espaces soulignent ont une importance? Ça dépend des langages. Ça va dépendre des langages. Alors, par exemple, si s'il y a un espace entre les parenthèses et le mot setup, là, ça va avoir une importance, ça ne va pas marcher. Mais en revanche, là, si je mets plusieurs espaces, ça ne va pas, après le 800, ça ne va pas importer. Ou si je mets des sauts de ligne ici, ça ne va pas importer. Après, les espaces et les sauts de ligne, souvent, il y a des conventions pour en fait, que notre code soit le plus lisible possible. Parce qu'en fait, là, ce n'est pas très important quand nous, on a 10 lignes de code. Mais en fait, si vous imaginez qu'on a 300, 400 lignes de code beaucoup plus compliquées, à la lecture, ça va être un peu plus délicat.
Donc, il y a des conventions pour que en fait, l'œil humain puisse lire de la manière la plus claire possible le code. Donc, il y a des petites conventions qui sont spécifiques à chaque langage, comme avait dit Juliette. Donc, voilà, on a pas mal blablaté. Est-ce que vous voulez voir le code, peut-être, ce qu'il fait? Est-ce que quelqu'un a une intuition exactement sur ce qu'il fait? Oui, je vais voir le code. Ok, très bien. Alors, là, je suis sur un truc qui s'appelle Glitch. Et Glitch, c'est pas mal parce que ça nous permet de voir ce que fait notre code directement en ligne et ça nous évite en fait d'installer les logiciels, les programmes, ce qui risque de prendre du temps. Et c'est parfois un peu relou quand on n'a pas les bonnes versions, etc. Donc, pour l'atelier, on va rester sur du Glitch. Alors, je vais vous montrer. Donc, est-ce que vous vous attendiez à peu près à ça? Voilà. Et si je clique sur... Voilà. Je clique sur ma souris, tout redevient en blanc. Voilà. OK. Donc, ce petit bout de code, je vais le mettre dans le chat si j'y arrive. Alors, pourquoi le fond noir disparaît quand on clique? Très bonne question. Très bonne question. Là, vous voyez, on lui dit de base, tu crées ce truc, tu crées la feuille de papier et ça va être noir. À votre avis, si jamais j'enlève cette ligne, est-ce que... Attendez, pardon, je dois... Sophie s'attendait à quelque chose de plus moche. Non, on a essayé de faire un truc légèrement graphique quand même pour que ce soit un peu satisfaisant. Attendez, ça charge un peu. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi ça devient blanc? Ok, alors là, si par exemple, j'efface background 0. Le cause du mouse is pressed. Donc, ça reset. Ouais, alors, là, j'ai enlevé le background 0, donc j'ai enlevé le paramètre où tu lui dis, écoute, moi, le papier, je le veux en noir. Et vous voyez, quand je l'enlève, en fait, bah, on a un truc blanc. Parce que par défaut, en fait, le fond, il va être blanc. Et quand tu lui dis mouse is press clear, tu lui dis bah, t'effaces tout et on repart vers les paramètres par défaut, donc du blanc. Donc, alors, je vais... Est-ce que je vous ai envoyé... Alors, je vous envoie ce petit bout de code. Enfin, non, mouse is press, tout ce qu'il va faire, c'est il va effacer, il ne va pas effacer le code, il va effacer ce qui a été fait pour le dessin. C'est comme si sur Paint, tu mettais tu sais, vous mettiez le pot tout blanc, quoi. Donc, ça efface rien du code. Et si on voulait conserver un fond noir? Très bonne question. On va passer aux exercices pratiques et je vais vous laisser vous amuser. Et on va modifier le code ensemble justement pour savoir si on veut faire ci ou faire ça. Donc, est-ce que vous avez bien le lien là que je vous ai envoyé? Alors, si vous avez le lien, normalement, je crois que c'est en haut à droite, il y a un petit bouton avec marqué Remix. Et si vous cliquez sur Remix, vous allez pouvoir vous-même modifier le code. Et si vous voulez voir le code, il faut aller dans Show et Next to the code. Et là, vous allez avoir le code juste à côté. Là, je remets le background 0 pour arriver à notre code de départ. Voilà. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner plusieurs petits challenges. Alors,
vous pouvez soit le faire de votre côté, mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire de leur côté, vous pouvez aussi me dicter ce que je dois faire. Moi, je ne vais rien faire toute seule. Je vais me laisser guider par ce que vous allez me dire. Et là, par exemple, je n'ai pas le chat en tête, donc je suis désolée pour les prénoms, etc. Je n'en ai aucun. Mais la personne qui m'a dit comment on fait pour que le fond redevienne noir comme au début. Est-ce que vous avez des idées de comment je pourrais faire en sorte pour que le fond redevienne noir et pas blanc après que j'ai cliqué? Pas pour l'instant. Alors, On supprime le if. alors, qu'est-ce qui va se faire pourquoi tu dis, attendez, pourquoi selon toi il faut supprimer le if? Je vais essayer. Hein, c'est vraiment la règle à l'école. On essaie tout ce qu'on. Alors, je supprime le if. Et non, c'est toujours pareil. Non, je supprime le if et la souris ne marche plus. Alors, j'ai d'autres propositions. Alors, juste pour vous dire, pour le if en tout cas, en fait, si tu supprimes le if, tu supprimes la condition. Donc, avant, tu lui disais, si jamais on t'appuie sur la souris, tu effaces tout. Là, tu lui dis, appuie sur la souris, efface tout. Mais il n'y a pas de condition, en fait. Ce qui fait que quand j'appuie, maintenant, il ne se passe rien. Est-ce que c'est à peu près clair? Je remets le if. Alors, j'ai plein de propositions. Alors, allez-y, je tape. Alors, donc il y avait remplacer clear par background. OK. Alors, je vais faire exactement ça. Ça marche là. Ouais, parfait. En fait, je vais même remettre 0 pour être sûr. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on appuie sur la souris, il va y avoir un nouveau papier qui va être posé en fait, par-dessus tout ce qu'on a fait. Et ce papier, par défaut, il va être blanc. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est que quand tu appuies sur la souris, ce que tu vas faire, au lieu de tout effacer, en fait, tu vas juste poser un nouveau papier dessus et ce papier, il faut qu'il soit noir. Il y avait plusieurs propositions comme ça. Il y avait quelques personnes aussi qui avaient proposé que quand, après le if not is pressed, on fait go to function setup. Ah, c'est courageux de tenter des trucs comme ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les langages informatiques, c'est vraiment comme n'importe quelle langue qu'on est en train d'essayer d'apprendre en fait. Donc cette langue a une grammaire, a une syntaxe qui est très particulière. Donc c'est très compliqué d'aller juste lui apposer des mots parce que potentiellement, grammaticalement, ça ne va pas être bon. C'est comme si je ne connaissais pas une phrase en espagnol et je me dis, bon, si je lui dis à peu près manger, aller là-bas, ça va le faire. Ben, ce n'est pas exactement ça. C'est des choses que j'ai déjà fait avec du code parce qu'au bout d'un moment, on en a marre et on a envie de tester des choses. Mais c'est un peu utiliser des mots, surtout avec des espaces, etc., dans une langue où la moindre petite virgule, le moindre petit espace peut compter, c'est assez compliqué. Donc là, typiquement, par exemple, si je fais go to setup, il va pas le comprendre parce que ce n'est pas une fonction qui est intégrée, en fait. Et donc, le programme, il ne va plus marcher. Alors, il y avait aussi comme proposition qui était assez intéressante, c'est qu'après le clear, ouais. on mettait donc le clear except background ou sauf le background. Alors, ça, c'est pareil. On est sur une bonne idée. En revanche, je ne sais pas si except, ça va être un mot qui existe dans le langage JavaScript processé.
Donc, donc quand moi, je ne sais pas si ce mot existe, je vais aller vérifier dans la doc, par exemple, est-ce que accept existe? Et s'il existe, qu'est-ce qu'il fait et comment il s'écrit, en fait? Donc là, vous voyez le mot accept, accept il existe, mais il faut qu'il s'utilise avec try. Et je crois que là, on s'embarque sur des trucs qui sont assez compliqués. Et donc, ouais, c'est un peu compliqué d'utiliser des mots anglais qui, pour nous, d'intuition, serait ça. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à... on peut essayer, hein, sans souci. Except background. Mais vous voyez, il n'agit pas sur le... Enfin, il fait que le code ne marche plus non plus. Ça, on peut le voir aussi parce que normalement, le programme, il reconnaît les mots qu'il connaît, comme fonction et if, et les met en couleur. C'est un petit indicateur. Ouais. Parce que... J'ai une question de Oriane. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on mettait background à la fin, après ellipse? Là, par exemple, ouais. Background 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce qui s'est passé? En fait, le code, il a exécuté tout ce qu'on a dit. Et puis après, il a accolé un fond noir. Parce que concrètement, ce que tu lui as dit, c'est que la fonction draws, elle fonctionne, c'est une fonction qui fonctionne en continu. C'est-à-dire que, attends, si j'enlève ça, c'est une fonction qui agit en continu. Et donc, on lui dit constamment, tant qu'on n'a pas mis de condition de fin, tu vas dessiner des petits ronds de couleur aléatoire. Et là, comme tu lui dis, dessine un background noir. Je refresh. Pardon. Tu lui dis, dessine un background noir. En fait, il va constamment dessiner un background noir. Donc là, on n'a même pas le temps de voir qu'il dessine des ellipses parce qu'à chaque fois qu'il y a une ellipse, directement, il y a un background noir qui s'accole. Est-ce que c'était à peu près compréhensible? Ok, parfait. J'ai fait ça. Donc, alors, pour l'instant, la meilleure solution, c'était effectivement background 0. Et là, en lui disant ça, on a... Attendez, ça se met à jour. Voilà, en lui disant ça, à chaque fois que je clique, on revient sur un fond 0. C'est pareil que ça. Hein. En gros, soit on lui dit t'effaces tout et tu mets un fond noir, soit on lui dit tu mets directement un fond noir. C'est tellement rapide en fait que ça ne change rien, nous, quand on regarde. Ça va? Est-ce que c'est à peu près clair? Vous voulez faire un autre petit challenge? Ok. Est-ce que là, à la place des petits cercles, je voudrais plutôt des rectangles, des carrés plutôt, même. Donc, changer l'ellipse. Changer l'ellipse, ok, très bien. Mettre square à la place. Ok. Très bien. Attendez, je ne suis pas sûre que ce soit déjà mis à jour. Alors, j'ai mis square à la place. Donc, il faut mieux que le programme reconnaisse. Alors là, je pense que ce serait le moment d'aller regarder dans la doc. Square, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Hein. Je vais même aller regarder. Alors,
Square Processing JavaScript. Alors déjà, vous voyez, c'est un mot qui existe. C'est un mot que Processing devrait reconnaître, mais il ne reconnaît pas. Est-ce que là, je vous laisse observer ça et ça? Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi il ne comprend pas qu'on veut des carrés? Alors, il faut déterminer une taille. Mhm. Il y a 4 variables dans la proposition, donc ça veut dire qu'il y a une variable en trop. Ouais. Donc, il faut ajouter des dimensions. Ouais, c'est exactement ça. En fait, vous voyez, à chaque fonction, parfois, il va y avoir des propriétés qui lui sont propres. Là, en l'occurrence, vous voyez, Square, il attend trois paramètres. Or, on lui en donne 4. Et pourquoi il en veut 3? Parce qu'en fait, un carré, il n'a pas besoin de hauteur, ou il a besoin d'une hauteur et d'une largeur, vu que c'est la même chose. Or, là, on lui dit, on lui donne un paramètre de trop, donc il ne va pas le comprendre. Donc, à votre avis, pour que Square marche, là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on a XY taille, XY extent. Alors, ouais, retirer le deuxième taille, effacer une taille. Mettre un rectangle. Ah, vous voyez, là, ça marche. Là, on a des rectangles. Enfin, on a des carrés, pardon, excusez-moi. On a des carrés. Et effectivement, enfin, on peut essayer les rectangles également. Alors, je remets taille. Qu'est-ce que vous voulez que je tape là dans la doc pour savoir comment on peut... Ah, bah tenez, là. Ça a l'air pas mal. Voilà. Donc, rec, je peux essayer ça? Je vais essayer ça. Et oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. On a encore des carrés. Parce que de toute façon, la taille sera la même. Et du coup, on a des carrés. Si on changeait une des deux tailles, ça ferait... Alors, bah, on essaie. Je vais faire un truc énorme, comme ça, on verra s'il y a une différence. Effectivement. C'est joli. Ouais, ouais. Donc, ça marche aussi. Hein. Là, si je fais, je sais pas moi, 12. Voilà, là, on a des... Ça marche aussi. Parfait. Ah, il y a quelqu'un qui fait des cœurs. Oula. Alors, des cœurs. On peut essayer hein, de... Est-ce qu'il y a une fonction de cœur? Alors, les chiffres, c'est la limite, enfin, la taille du rectangle, la limite maximum, c'est bien la... alors, les chiffres, c'est la limite max de la taille du rectangle. Non. Quand c'était... oui, alors, quand c'était taille, et que taille était liée à aléatoire 20, 20 est effectivement la limite. Ou si c'est 70, on peut effectivement mettre 70 et ce sera la limite, 70. En revanche, si nous, on met en dur 20 et 70, là, on ne fait plus appel à taille. Donc, le rectangle sera forcément 20 sur 70. Et, ouais, et ils seront tous de la même taille. Alors que quand on remet cette variable taille qu'on a déterminée, là, on va avoir des rectangles qui vont avoir des carrés qui vont avoir des tailles aléatoires. Et ça devient un carré parce que du coup, les deux tailles sont... Oui, c'est ça. Si jamais là, je mets 120, ça va être des
des rectangles qui ont un côté, deux côtés aléatoires et un côté fixe. Est-ce qu'on pourrait mettre taille et taille plus 10? Je vais peut-être mettre un chiffre plus significatif pour qu'on puisse voir si jamais il y a une différence. Il faudrait définir une taille 2 si vous voulez autre chose que des carrés. Oui, c'est ça. C'est une bonne intuition. Ouais, et ouais. On peut faire un lettre taille 2. Ouais, donc là, vous pouvez tout à fait effectivement mettre des calculs là. C'est juste que souvent, dans un souci de propreté, on aime bien définir, éviter les calculs à l'intérieur des paramètres. Dans un souci de lisibilité, les stocker autre part et plutôt mettre, par exemple, là, ici, plutôt que là. Mais c'est pareil, c'est des conventions, c'est de la lisibilité, c'est des trucs qui viennent après quand vous commencez et que vous devez lire du code et que ça vient plus facilement pour vous aussi, quoi. Alors, la question du cœur, vous voyez là, dans la doc officielle, il n'y a pas de cœur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction codée sur JavaScript Processing pour former un cœur. Donc, comment on va faire pour former un cœur? Par exemple, si je vais sur le premier là, ça veut dire qu'il faut qu'on crée notre propre cœur en fait. Ça veut dire qu'il va falloir, je ne sais pas, peut-être faire un carré et le faire courber un peu, faire un cercle et le déformer un peu. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça devient très, très compliqué. Alors, je peux par exemple piquer ce bout de code et voir si ça marche. Mais en gros, pour les formes qui sont un peu plus spécifiques que les formes de base géométriques, si elles ne sont pas prédéfinies dans le logiciel, il faut aller potasser un peu. Et voilà, là, on a un cœur. Est-ce que c'est suffisant pour toi, un cœur? Ça veut dire qu'il faudrait changer après tout ce qui est dans le code. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul cœur parce que on lui a donné une abscisse et un ordonné, c'est ça, un abscisse et ordonné précis. Du coup, il ne va pas bouger. Donc là, si on veut en créer plusieurs, il faut changer l'abscisse et l'ordonnée. Il y a une question intéressante. Est-ce qu'il y a des conventions pour citer les codes qu'on a récupérés quand on fait du copier-coller? Non, en fait, à moins que tu ailles, vraiment copier le code de quelqu'un, un site, un logiciel, un jeu, en fait, des choses qui sont assez gros, il n'y a pas de règles de propriété intellectuelle parce qu'en fait, c'est tellement complexe, généralement, le code, que si tu copies pas tout, et que tu essaies de copier un bout pour l'adapter à ton code sans vraiment réfléchir, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut savoir que le code, en fait, tout ce qu'on est en train de faire là, les cœurs, et plus ce qu'on fait est complexe, plus il y a des milliards de façons de l'écrire. Encore une fois, je reviens à ce truc de comparaison avec les langues. Quand tu veux dire quelque chose en français, tu vas avoir 20 façons différentes de le dire en utilisant les mêmes mots, en utilisant d'autres verbes. Et c'est pareil pour le code, en fait. Donc, c'est comme si tu allais piquer un bout de phrase sans l'adapter à ta phrase de départ. Donc, ça ne voudra pas forcément dire quelque chose et ça ne va pas marcher. Et en termes de droit pur, en fait, il y a ce qu'on appelle du code open source et du code propriétaire. Et en fait, le code open source, c'est le code auquel on a accès sur Internet. En fait, le code propriétaire que vous n'avez pas le droit de copier-coller, vous n'y avez pas accès tout simplement parce que les boîtes qui font de ce code-là, elles le gardent précieusement caché, ce code-là. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas enfreindre des règles de droit d'auteur si vous faites du copier-coller. Je pense que toutes les personnes qui font du code, y compris les meilleurs, font du copier-coller. Ah oui, complètement. Complètement. Et en plus, il y a beaucoup de développeurs qui militent justement pour du
codes open source et qui vont coder quelque chose et ils laissent vraiment en public tout leur code. Ils encouragent les gens à l'utiliser, à l'améliorer, etc. Donc, c'est pas vraiment un problème dans le monde du code, à moins que ce soit vraiment, encore une fois, grossier et que tu as volé le site internet entier de quelqu'un sans lui donner de crédit, mais c'est rare, quoi. Alors, j'ai deux questions. C'est vrai que l'open source, c'est ce qui a permis, c'était la base, c'est ce qui a permis de faire Internet. À la base, c'est un travail collaboratif. Alors, j'ai deux questions intéressantes. Comment reconnaître quel langage de code on a en face de nous? Voilà, c'est ma question. Ça, c'est l'habitude. Ouais. Comment est-ce que tu reconnais que tu as de l'espagnol ou du français en face de toi? Ouais, c'est pareil. Tu le vois une fois, tu vois. En fait, la plupart des langages, ils vont partager beaucoup de mots en commun, etc. Mais tu vas reconnaître parce que en cours, tu as étudié un peu, tu as vu un jour ce bout de code passer, tu sais que, je sais pas, tu sais que pour JavaScript, tu vas retrouver beaucoup d'accolades, beaucoup de points-virgules, etc. Tu sais que pour Ruby, tu vas retrouver plus de mots écrits en anglais. Enfin, c'est vraiment comme les langages, quoi, à force à force de voir et de mémoriser. Et puis après, non, quand tu codes, bon là, on a une petite interface très sympa. Mais quand tu codes dans des fichiers qui sont capables de reconnaître ton langage. Ouais. Donc, tu peux même voir le nom du fichier, si ça se finit par .js, Ouais. Là, vous voyez d'ailleurs, il y a marqué .js, donc c'est forcément du JavaScript. C'est ça. .py, ce sera forcément du Python. Ouais. HTML, ce sera forcément du HTML. Et après, c'est encore... il y a des stades encore un peu plus salauds parce qu'il y a aussi du franglais où en fait, il y a des fichiers où ça va être du JavaScript et du HTML en même temps. Donc, ça se complique encore un peu, mais a priori, vous voyez. Et en plus, généralement, votre éditeur de texte en soi, parce que vous allez pour coder, on utilise des éditeurs de texte un peu plus puissants que juste Word. Et eux, ils vont reconnaître aussi les langages parce que l'éditeur de texte, quand on code, ce qui est pas mal, c'est qu'il reconnaît le langage et souvent, quand il y a un truc qui ne va pas dans notre code, en fait, au niveau de la couleur, des alertes, on va le voir que notre code ne va pas marcher, en fait. Nous aide à coder. Ouais, il y a beaucoup d'outils pour nous aider à coder plus intelligemment et pas perdre moins de temps sur des trucs de syntaxe. Alors, j'ai une autre question. Je suis sur Apple. Est-ce que ça pose un problème pour le code? Non. On est toutes sur Apple. On est toutes sur Apple et dans la promo, c'est vraiment, je pense, 50-50 entre Apple et Linux et Windows. Il n'y a pas... Je crois que le vilain petit canard, c'est quand même Windows. Ouais, c'est Linux, c'est OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut faire un dernier petit exercice. Pourquoi Windows est le vilain petit canard? En fait, moi, je ne sais pas, je sais pas exactement parce que j'ai toujours bossé sur Mac et Windows, c'est le vilain petit canard parce que justement, tous mes copains qui étaient sur Windows, souvent, ils ont dû changer pour aller vers Linux parce que, en fait, quand on installe des langages de programmation, généralement, on n'en installe pas qu'un. On doit installer plein de dépendances, plein de trucs dans des versions différentes qui n'ont pas forcément les mêmes compatibilités, en fait. Et je ne sais pas trop pourquoi sur Windows, c'est la galère, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de galères sur Windows. Je pense que je pense que ça fait juste un effet de masse, c'est-à-dire que comme il y avait beaucoup de développeurs qui développaient sur Mac et sur Linux à la base, et ben, du coup, les outils, les mises à jour, elles sont plus rapides sur ces outils-là. Elles sont plus adaptées, que sur Windows. Ouais. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de raison pure, c'est juste ça s'est fait un petit peu comme ça. En fait, plus il y a de développeurs... Pardon, non, la vitesse de calcul, elle la même. Les Windows, ils sont très bons pour... Oui. C'est juste que comme il y a plus de développeurs qui sont sur Linux et sur Apple, quand il y a un bug, quand il y a un problème, ils vont travailler pour réparer ce bug. Mais comme il y en a moins sur Windows, en fait, il y a moins de personnes qui s'en occupent. C'est un peu pareil pour les langages de programmation. Par moment, il y a des langages qui vont être très populaires
parce que et justement, il y a plein de développeurs qui travaillent pour améliorer le langage et d'autres langages qui vont être délaissés comme Java, etc., parce que plus personne ne s'en occupe, donc qui ne sont pas modernisés et qui ont des bugs qui sont pas réglés, quoi. Après, il y a qui code sur Windows. Oui, oui, c'est oui. possible, il n'y a pas de... alors, j'ai une autre question intéressante. Comment choisir un langage plutôt qu'un autre? C'est pareil, on essaie. En fait, c'est aussi par rapport au projet que tu as envie de faire. En fait, tu peux faire le même projet en plein de langages différents, mais tu as quand même certains langages qui se prêtent plus à certains projets. En fait, déjà, grossièrement, on va diviser les langages en deux. Tu vas avoir les langages qui sont faits pour le back-end et le langage qui sont faits pour le front-end. Le front-end, donc ça va être toute la partie visible d'un site, en fait. Tout ce que vous voyez là, ça va être le front-end, donc l'affichage, etc. Et le back-end, ça va être plus les algorithmes, ce qui va permettre les infos qu'on va aller chercher. Ouais, voilà, c'est ça. Donc déjà, ça divise. Si tu veux faire du back-end ou du front-end, tu ne vas pas choisir les mêmes langages. Et après, selon les personnes, tu regardes un peu les langages qui sont le plus employables. Donc, les langages un peu tendance qui sont très utilisés par les entreprises en ce moment, parce que tu n'as pas forcément envie d'apprendre un langage que plus personne n'utilise. Après, ça va être des questions d'affinité. Si toi, tu es plus... il y a un langage qui te parle plus. Mais après, nous, à l'école aussi, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher à tous les langages, parce que le plus important, c'est de comprendre en fait la logique derrière la programmation. Parce que derrière tous les langages, il y a la même logique un peu de conditions, de loop, de boucle. Et en fait, c'est cette réflexion et cette logique qu'on essaie de nous apprendre. Parce qu'une fois qu'on a vraiment capté la logique, en fait, le langage devient un support et on peut apprendre très facilement des langages. En fait. Là, dans la boîte où je travaille, mon boss, je sais pas, il a appris une dizaine de langages différents et le langage sur lequel on travaille actuellement, ça fait qu'1 an qu'il apprend. Donc, sauf qu'il a la logique, en fait, donc c'est assez facile. Et si tu as la logique, quand tu vas aller chez un nouveau employeur, même si tu ne connais pas le langage dans lequel tu travailles, tu peux quand même être employé. C'est ça, on nous apprend à ne pas nous attacher à un langage ou à une technologie particulière. Parce que de toute façon, ça va tellement vite dans la tech que l'important, c'est de savoir se former continuellement. Donc, de comprendre la logique et puis après, de savoir aller rechercher dans la doc le bon élément, savoir quel mot aller rechercher, etc. C'est ça la compétence qu'on essaie de développer. Ouais, c'est ça, savoir la boîte à outils, en fait. Savoir les mots-clés, savoir où aller chercher la doc, savoir réfléchir intelligemment et aussi apprendre tout un savoir-être de comment bien coder, coder de manière claire pour les autres, donner des feedbacks clairs pour les autres. Enfin, donc, le langage en soi, c'est important, mais ce n'est pas le plus important non plus. Et il ne faut surtout pas essayer d'apprendre tous les langages. Ah non, non. De toute façon, c'est impossible. On ne peut pas se spécialiser dans tous les langages, non. Ouais. Mais c'est bien d'avoir ce réflexe de, quand on fait face à un nouveau langage, une nouvelle technologie, d'avoir les bons repères pour pouvoir les ouvrir. C'est vraiment la même chose que les langues, hein, parce que en fait, vous allez retrouver des langues, l'espagnol, le français, l'italien, qui vont se rejoindre un peu sur plein de choses, mais avoir des nuances. Pour moi, c'est un peu pareil avec Ruby et Python, par exemple. Donc, parfois, on peut essayer des trucs approximatifs qui peuvent à peu près marcher parce qu'ils ont un peu la même syntaxe et la même logique. Donc, c'est pareil, et on peut pas maîtriser 10 langues parfaitement. C'est pareil. En fait, on apprend les langues dont on a besoin pour faire soit un travail, soit un projet perso qu'on a envie de faire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bon, après, CSS et HTML, c'est le plus simple et c'est les trucs où c'est jamais perdu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, en attendant les dernières questions, Loane et Juliette. Alors, de toute façon, là le bootcamp
code que vous avez, vous pouvez vous amuser avec. Moi, je vous écris dans le chat. Vous pouvez le copier-coller dans un petit calepin, des petits objectifs si vous voulez vous amuser un peu après. Attendez, je vais vous écrire ça. Alors, des cercles en nuances de bleu. Voilà, si vous voulez vous amuser un peu encore avec le code, n'hésitez pas. Moi, je vous envoie en plus le manuel de programmation qui reprend aussi quelques concepts vus ce soir, si ça vous intéresse de le télécharger sur le site ADA. Et s'il n'y a plus de questions, bah, du coup, on va mettre fin à l'atelier. Merci beaucoup, en tout cas, Loane et Juliette, pour les explications. J'espère que merci beaucoup ça vous a plu. Tous et à toutes. J'espère que c'était relativement clair et que ça vous a donné envie de toucher à du code. Moi, en tout cas, je suis très contente d'avoir touché au code. Je trouve ça très fun. Voilà. Étant donné la pluie de merci, j'ai l'impression que ça a plu. Et on a besoin de plus de femmes dans la tech, les filles. Donc, venez rejoindre les rangs. C'est intense, mais toutes les bonnes choses dans la vie sont intenses, je pense. Bon, du coup, on va clôturer là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, petite question, quelle durée de formation Alors, quelle durée de formation pour être autonome et employable? Ça varie vraiment des profils. Hein. Je ne saurais pas répondre à cette question. C'est vrai qu'il y a des bootcamps en 3 ou 6 mois. Sachez qu'en général, les gens qui font ces bootcamps-là, ils ont du travail après à faire avant d'être vraiment employables. Oui, sachant. En 3 mois, on ne devient pas développeur, mais on a des bases. Nous, on a une école en 2 ans. Ouais. Ça permet quand même de se... En fait, en 3 mois, les gens que j'ai connus en 3 mois qui sont devenus développeurs après, c'est des gens qui avaient déjà un bagage scientifique, qui ont fait une école d'ingénieur, qui étaient très matheux. Donc, c'est des gens qui avaient déjà une logique, en fait, et une façon de réfléchir un peu façon programmation. Et il faut être à Paris, enfin à distance. Je laisse Claire répondre. Peut-on suivre une formation en parallèle d'un emploi? Je pense que vous pouvez, mais ça demande beaucoup de... Ouais, moi, je trouve quand on a un boulot, je trouve que le temps est si précieux et que ça va très vite, en fait. Donc, à côté, je pense que si tu veux faire une formation en ligne parallèle de ton emploi, tu fais plus grand-chose après, quoi. Ouais, ça demande un certain investissement. Après, ça peut être intéressant de faire des formations en parallèle d'un emploi au début pour voir si vraiment on accroche bien avec le code, acquérir des bases et après se lancer un peu plus sérieusement, entre guillemets, si on a envie. Oui. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais que se former en parallèle de son boulot, moi, je trouve ça... Ça va prendre longtemps. Ouais, ça va prendre longtemps. Et pour répondre sur la question de Paris, oui, la DTech School est en présentiel à Paris. Donc, faut être sur place. Même en ce moment, on est ouvert, comme vous le voyez. Même si on n'est pas au même endroit, on est dans la même école. Donc, voilà, ça a lieu à Paris en présentiel. Après, sur les questions que vous posez, on est en train de travailler sur une formation en ligne, cours du soir en parallèle. Donc là, ça serait vraiment justement pour tester l'appétence pour devenir développeur ou développeuse. Mais ça serait vraiment un complément, un complément de formation à ce que vous faites déjà. Mais pour se lancer dans la programmation, on conseille fortement 2 ans, le format qu'on fait avec la 2e année en alternance, où on continue d'apprendre comme Loane est en train de le faire.
Et, n'avez-vous pas mal aux yeux? Oui, j'ai vu cette question aussi. Oui, j'ai les yeux éclatés, mais il y a des trucs, hein. Enfin, pas plus que quelqu'un qui envoie des mails toute la journée, en fait. C'est ça. Je pense que quand on bosse dans un bureau, forcément, on est amené à coller notre écran, de coller nos yeux sur un écran. Et le type, c'est dès que je dois réfléchir un peu, je regarde ailleurs. Et comme ça me fait une petite pause. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous toutes. J'espère que ça vous a donné envie de coder. Je vous ai juste envoyé un dernier article de référence de Dalia, qui est notre directrice pédagogique, qui avait référencé toutes les formations sympas pour se lancer et pour savoir si le code c'est fait pour vous ou pas. Je vous laisserai le lire. Merci à toutes et bonne soirée.